Le moins qu'on puisse dire, c'est que Elon Musk, en ce moment, il est chaud bouillant. Il est en train de tweeter justement un paquet de choses assez politisées, et il s'en prend notamment à la dette américaine. Il dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses qui sont vraies, mais il faut également toujours un petit peu creuser pour nuancer le propos. La dernière chose qu'il met, un dernier post qu'il met, c'est il met une photo et il nous montre en effet une pièce en argent qui devait comporter 100% en argent, puis on a commencé à dévaluer, c'est-à-dire à réduire la teneur en argent pour garder la même valeur faciale, puis on est passé à la monnaie fiduciaire qui était liée à l'étalon or, puis on est passé à la monnaie fiduciaire complètement des Bretton Woods, etc. Et donc on est en train d'arriver pour Elon Musk à la fin de ce que peut faire la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire au surendettement, et au Zimbabwe, c'est-à-dire à un moment donné l'hyperinflation, le fait qu'il vous faut des brouettes de cash pour acheter une baguette, et in fine, il montre une balle, c'est la guerre civile, et en règle générale, on remet à zéro le système, et on recrée une nouvelle monnaie fiduciaire derrière, en ayant juré évidemment de faire différemment, on a juste remplacé les élites par d'autres. Mais ça, c'est l'histoire du monde, et ça existe depuis la nuit des temps, et on peut même pousser l'ingénierie financière, on n'a rien inventé depuis les Romains. À partir, de toute façon, à partir de Rome, on a commencé à faire de la dévaluation en réduisant la teneur en or et en argent des pièces. Rien de bien neuf sur ce niveau-là. Mais ce qu'il faut regarder donc, c'est qu'on a un autre graphique que Elon Musk nous montre, c'est donc la dévaluation du dollar, et le fait que le dollar a perdu du pouvoir d'achat. C'est assez faux de dire ça, parce que on prend donc le chart à partir des années 1900 jusqu'à maintenant, et on démontre en effet que $1 de l'époque ne vaut plus que quelques cents dorénavant. C'est vrai, c'est la dévaluation des monnaies, et c'est typiquement la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, on va tous mourir de toute manière, et toutes les monnaies fiduciaires meurent. Toutes les monnaies meurent, tous les empires meurent. Il y a sans cesse des rotations, et les États-Unis ne dérangeront pas à la règle. Ce qui est la grosse question à se demander, c'est quand, et surtout ne pas en faire un pari si vous voulez, parce que vous pouvez parier contre ça, et il y en a qui font ça depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui ont loupé les meilleures créations de richesses sur les marchés boursiers. Donc qu'est-ce qu'on est en train de se dire là? Qu'est-ce que Elon Musk est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que la dévaluation, le surendettement pousse tout simplement, inexorablement, vers la perte du pays, vers la guerre civile, et in fine vers l'hyperinflation. Il y a une chose pour moi qui est importante, c'est de bien comprendre que toutes les monnaies fiduciaires se dévaluent, c'est leur raison d'être. Mais dans cette petite guerre des monnaies, finalement, le dollar se dévalue moins que les autres monnaies. Et également, on n'arrête pas de parler de la mort du dollar, etc. Oui, in fine, lorsque vous avez la Chine, l'Inde et un certain nombre de pays émergents qui ont une population qui est croissante, qui sont en train de s'enrichir et de se développer, forcément que la part du dollar dans les échanges mondiaux se réduit automatiquement. Mais de là à parler de la mort du dollar, je dirais que c'est quand même prendre un petit peu trop d'avance sur les choses. Ça prendra beaucoup de temps, et surtout ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui l'alternative au dollar reste l'euro, mais c'est surtout l'euro qui perd face aux autres monnaies des émergents qui sont en train de grimper, plus que le dollar. Mais une fois qu'on a fermé cette parenthèse, ce qui est pour moi important, c'est de prendre donc ce graphique qui vous démontre donc la dévaluation du dollar depuis les années 1900, mais les US, l'impérialisme US depuis les années 1900, c'est quoi également? C'est avec les deux guerres mondiales, c'est tout simplement une passation de pouvoir entre l'Europe et les US. Donc c'est-à-dire qu'on a dévalué, certes, on a créé de l'endettement, certes, mais on a aussi créé des richesses. Et c'est ça que je blâme, si vous voulez, dans toutes ces personnes qui nous diffusent un certain nombre de choses sur la dette, etc. C'est important, oui, mais ce qu'il faut en parallèle, c'est mettre les actifs. Quand on va regarder une entreprise, qu'on va regarder, elles ont de la dette, mais ce qu'on veut regarder, c'est quelle est l'employabilité du capital, quelle est l'employabilité de cette dette, est-ce qu'elle est bien utilisée à bon escient? Pour certains pays, on pourrait le remettre en doute, si vous voulez, mais c'est surtout ça qui est important, au-delà de la dette, c'est savoir comment elle est utilisée. Vous avez beaucoup d'entreprises qui utilisent très bien la dette pour créer encore plus de richesses.
Donc c'est ça le point principal pour moi. Quelles ont été les richesses créées pendant ces 120, 130 années? Ce qu'il faut se dire, c'est que est-ce que je préfère vivre aujourd'hui ou est-ce que j'aurais préféré vivre il y a 120 ans? La réponse, elle est vite répondue en soi. Et pourtant, c'est également la dette qui a permis tout cela. C'est également le fait qu'on a déphasé avec l'étalon or qui a permis tout ça. Oui, bien entendu qu'il y a des abus. Bien entendu qu'à un moment donné, on pousse le bouchon un petit peu trop loin. Mais l'expansion, la création de richesses, la création scientifique, technologique qui nous permet aujourd'hui de vivre jusqu'à plus de 80 ans, 90 ans dans des bonnes conditions, ce qui nous permet également d'avoir fait reculer un certain nombre de décès infantiles, ce qui nous permet d'être dans un monde aujourd'hui qui permet à la démographie d'être croissante, qui a permis également à tous ces essors, c'est également grâce à la dette, et il ne faut pas l'oublier. Et ce qui a permis aux États-Unis d'être la puissance économique, militaire qu'ils sont aujourd'hui, c'est également cette dette. Il ne faut pas oublier que lors des 120 années de dévaluation monétaire du dollar, on a également eu la plus grande création de richesse de l'histoire. Aujourd'hui, les États-Unis sont une première puissance militaire qui leur permet justement d'avoir un dollar qui est toujours fort malgré tout ce qu'on en dit, malgré toutes les crises, le dollar en est toujours ressorti plus fort. Les États-Unis également ont aujourd'hui un PIB par habitant, un marché immobilier, un marché économique, un marché boursier qui sont dans les leaders, si ce n'est les leaders. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en parallèle de cela. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans la création de richesse qu'il y a eu. Et c'est bien ça la nuance qu'il faut avoir, c'est-à-dire que l'hyperinflation, l'inflation forte, la dévaluation des monnaies, c'est mal quand un pays n'arrive pas à créer de la richesse en parallèle de cela. Lorsque le pays arrive à créer plus de richesse que ce qu'il s'endette, c'est bénéfique. Et c'est ce qui s'est passé ces 120 dernières années. Est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. Ce que l'on voit surtout, c'est que le capitalisme fonctionne. C'est pas idéal, c'est pas parfait, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. On voit que tous les pays qui ont d'exceptionnelles ressources, que ce soit démographiques, minières, arrivent à se casser les dents, à avoir de l'inflation forte et de l'hyperinflation qui casse et qui déprime économiquement les pays parce que les salaires ne suivent pas, parce que les actifs, l'augmentation des prix des actifs ne suit pas. C'est ça le drame. Il y a une mauvaise employabilité du capital, il y a une mauvaise employabilité des taxes. Et c'est ça le drame quelque part et qui pousse ensuite vers l'hyperinflation à la Zimbabwe, etc., où on ne s'en sort pas. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que tant que vous avez de la création de richesse et de la hausse des actifs et des salaires qui sont en augmentation équivalente ou supérieure à cette inflation, la dévaluation de la monnaie n'a pas beaucoup d'importance. La dette n'a pas beaucoup d'importance. Et je ferai une autre vidéo également, pourquoi c'est contre nature que de penser qu'il faut rembourser les dettes, notamment les dettes des États. Non, si vous avez une bonne utilisation, employabilité du capital, de la dette et du levier, vous vous tirez une balle dans le pied à rembourser votre dette. Ce qu'il faut, et le drame évidemment, c'est quand on perd politiquement la capacité d'avoir cette bonne utilisation du capital et de la dette. C'est ça qui crée les drames. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut regarder. À partir du moment où un pays, une entreprise n'arrive plus à bien utiliser sa dette et n'arrive plus à créer de la richesse au-delà de ce qu'elle crée de la dette, c'est là où les ennuis commencent. Et aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Occident, on peut se dire en effet qu'on est peut-être à un moment pivot, mais pas encore. Et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est un paquebot, l'économie, qui se déplace très lentement. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que la dévaluation n'est pas une fin en soi. L'inflation n'est pas une fin en soi. La non-création de richesse en s'endettant plus et en ayant de l'inflation, ça, c'est une fin en soi. Et c'est ça le point majeur qu'il faut regarder. Et c'est ça le point majeur que Elon Musk également devrait un petit peu pointer du doigt, c'est qu'en parallèle de la dévaluation, ces 100 dernières années, on a créé énormément de richesses et beaucoup plus de richesses que ce que la monnaie a été dévaluée et ce qu'il y a eu d'inflation.
C'est ça qui a fait clairement la différence. Ceux qui perdent dans cette dévaluation des monnaies, c'est ceux qui laissent l'argent sous le matelas. C'est ceux qui n'utilisent pas cet argent justement pour l'investir, pour essayer d'avoir une appréciation de ce capital-là au-delà de l'inflation. C'est ça. Et pour ça, quelles sont les solutions? Ben, c'est simple, c'est d'aller investir dans les actifs. L'immobilier est une protection contre l'inflation. On l'a vu dans une autre vidéo, ces 70 dernières années, ça a été bien plus que ça, mais on va certainement revenir à une simple protection de l'inflation. Mais ce qui protège essentiellement, c'est d'être dans des entreprises et des pays où vous avez un salaire qui va être indexé de par le gouvernement ou les entreprises, un salaire qui va pouvoir progresser dans votre carrière plus rapidement que ce que progresse l'inflation. Et ce que vous avez votre épargne, pouvoir l'investir à un rendement supérieur au taux de l'inflation. C'est que ça. Et à partir de ce moment-là, la dévaluation n'est pas un problème. Vous devez donc surtout ne pas mettre l'argent sous un matelas ou faire dormir l'argent sur des comptes qui ne rémunèrent absolument pas. Là, oui, vous allez subir la perte de pouvoir d'achat de la dévaluation parce que vous n'investissez pas pour créer des richesses. C'est ça le point central qu'il faut retenir ici. Et c'est ça qu'il faudrait plus que des gens comme Elon Musk ou des gens qui nous diffusent sur Twitter un petit peu à chaque fois la fin du monde, la fin du dollar, la fin de l'euro, la fin de tout ce que vous voulez. Il faut creuser un petit peu plus et il faut pousser un petit peu plus sur pourquoi ce n'est pas un élément qui change complètement la face d'un pays. Et je pense que la prochaine vidéo ou le prochain article que je ferai, c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi rembourser la dette, ce qui est commun et ce qui est compréhensible de tous, est en fait une hérésie.